Vos semis de concombres s'étiolent, jaunissent, ou pire, refusent tout simplement de germer. Vous gaspillez des fortunes dans des terreaux du commerce hors de prix, pour un résultat toujours décevant. Bonjour, chers amis jardiniers et passionnés du potager. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement partager une recette, mais une véritable philosophie pour créer le substrat idéal pour les concombres. C'est une composition que j'ai testée et approuvée depuis des décennies dans mon propre jardin, et qui fera germer vos graines en un clin d'œil, littéralement sous vos yeux. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous découvrirez comment préparer, à moindre frais, un mélange qui fera lever vos concombres en une levée extrêmement uniforme et leur donnera un démarrage puissant pour toute la saison. Ah oui, et je vous révélerai aussi cet ingrédient secret dont les fabricants de mélanges tout faits se gardent bien de parler, celui qui transforme une terre ordinaire en un véritable élixir de vie pour vos jeunes plants. Avant de commencer le mélange, arrêtons-nous un instant pour nous demander pourquoi les concombres ont-ils besoin d'une terre si spéciale? Tout est une question de nature. Le concombre est essentiellement une liane tropicale, et son système racinaire est à l'avenant. Très délicat, superficiel et incroyablement exigeant en termes d'aération. Si vous plantez vos graines dans une terre de jardin compacte et tassée, les racines vont tout simplement s'étouffer. Elles ne pourront pas percer les mottes et accéder à l'oxygène vital. De plus, les concombres sont de vrais gourmands. Pour une croissance rapide, ils ont besoin dès le départ d'une nutrition abondante, mais parfaitement équilibrée. Les terreaux universels du commerce sont souvent soit trop pauvres, soit, à l'inverse, surchargés en engrais chimiques, ce qui risque de brûler les jeunes radicelles. Notre objectif est donc de créer pour nos semis des conditions idéales. Un milieu léger, aéré, juste assez nutritif et qui retient bien l'humidité. C'est un peu comme préparer un berceau douillet pour un bébé, où il fait bon vivre et où la nourriture est toujours à portée de main. Bien, commençons notre grande œuvre. Le premier et le plus important composant est la base, la terre elle-même. Et c'est là que réside la première erreur de beaucoup de débutants. Surtout, n'allez jamais prendre de terre sur les parcelles où ont poussé l'année dernière des cucurbitacées, concombres, courgettes ou pâtissons. Ce sol contient des maladies et des parasites spécifiques à cette famille, et ils se feront une joie d'attaquer vos jeunes et tendres pousses. L'idéal, c'est de la terre de prairie, prélevée sur un champ où l'herbe pousse depuis de nombreuses années. Mais si ce n'est pas possible, de la bonne terre de jardin fera l'affaire, à condition qu'elle provienne de zones où vous aviez planté, par exemple, des oignons, de l'ail, du chou ou des engrais verts. Avant de l'utiliser, il est impératif de tamiser la terre à l'aide d'une grosse passoire ou d'un grillage spécial. Cela permettra d'enlever les cailloux, les racines de mauvaises herbes et les larves d'insectes. Mais surtout, cela va aérer le sol, le saturer en oxygène et le rendre léger et friable. Ne négligez pas cette étape, car c'est maintenant que vous posez le socle de la santé future de vos plantes. Rappelez-vous, une bonne base, c'est déjà la moitié du chemin parcouru vers le succès. Passons maintenant à l'ingrédient indispensable de notre mélange, la tourbe. La tourbe est un ingrédient magique. C'est elle qui assure la légèreté, l'aération et surtout la bonne rétention d'eau de notre substrat. Imaginez une éponge. Elle absorbe une quantité phénoménale d'eau qu'elle restitue ensuite très progressivement. La tourbe fonctionne exactement de la même manière. Elle empêche le terreau de se compacter et crée des micropoches d'air absolument vitales pour la respiration des racines de nos plants de concombres. Attention cependant, il faut être très prudent avec la tourbe. On en trouve principalement deux types dans le commerce, la tourbe blonde et la tourbe noire. La tourbe blonde, rousse et très fibreuse, a une acidité beaucoup trop élevée pour les concombres. Elle serait carrément néfaste. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est de la tourbe noire. Elle est de couleur très foncée, presque noire,
et son acidité est proche de la neutralité. L'idéal absolu, c'est de trouver en jardinerie ce qu'on appelle la tourbe neutralisée ou tourbe conditionnée. Les fabricants y ont déjà incorporé de la chaux ou de la farine dolomitique afin d'ajuster son acidité, ou comme disent les agronomes, son pH, pour qu'il atteigne le niveau idéal pour nos cultures. C'est ce type de tourbe qui fera le bonheur de vos jeunes plants. Passons maintenant à l'étape cruciale, l'alimentation. Pour que vos jeunes plants deviennent vraiment robustes et sains, ils ont besoin d'un festin de qualité. Et la meilleure source de nourriture biologique, c'est le fumier bien mûr ou un excellent compost. Quelle est la différence? Le fumier bien décomposé, que l'on appelle souvent humus, est du fumier entièrement pourri, généralement vieux d'au moins 2 ou 3 ans. Il est foncé, friable, et il sent bon la terre de sous-bois. Quant au compost, il résulte de la décomposition de résidus végétaux. Les deux options conviennent parfaitement à nos besoins, mais il y a une condition essentielle. Ils doivent être totalement prêts. Si vous voyez encore des particules non décomposées dans la masse, ou si elles dégagent une odeur désagréable d'ammoniac, ce produit est formellement interdit d'utilisation. Des processus de fermentation sont encore actifs, et ils dégagent de la chaleur qui pourrait littéralement cuire les racines délicates de vos jeunes pousses. Un compost ou un fumier bien mûr est un véritable trésor de nutriments sous une forme facilement assimilable par les plantes. Il ne fait pas qu'alimenter vos semis, il améliore aussi la structure de votre terre, la rendant plus vivante et incroyablement fertile. Ne lésinez pas sur les efforts pour trouver ou préparer cette matière organique de qualité. Vos concombres vous en remercieront grandement. Si vous n'avez pas accès à du compost de qualité, ou si vous avez des doutes sur sa provenance, il existe une excellente alternative moderne, le substrat de coco. Il est généralement vendu en briques fortement pressées. Il vous suffit d'y verser de l'eau tiède pour qu'il se transforme instantanément sous vos yeux en plusieurs litres d'un matériau léger, très aéré et, point essentiel, absolument stérile. La fibre de coco possède une capacité de rétention d'eau fantastique. Elle absorbe jusqu'à 7 à 9 fois son propre poids en eau, qu'elle restitue ensuite très lentement aux racines. C'est le composant idéal pour ceux qui craignent toujours d'arroser excessivement leurs semis. De plus, sa structure très fibreuse empêche le sol de se tasser, garantissant ainsi un accès permanent d'oxygène aux racines. Le substrat de coco lui-même ne contient pratiquement aucun nutriment. Il ne peut donc pas remplacer complètement le terreau enrichi, mais vous pouvez l'utiliser comme complément ou comme substitut partiel pour donner à votre mélange une structure idéale. C'est une véritable solution miracle pour le jardinier urbain qui n'a pas facilement accès à de la matière organique de qualité. Poursuivons notre progression. Le composant suivant est essentiel pour le drainage et pour éviter la stagnation de l'eau, le sable de rivière à gros grains. Attention, je dois immédiatement vous mettre en garde. N'utilisez surtout pas de sable de construction ou de carrière, surtout s'il est fin. Ce type de sable est trop fin, il est chargé en particules argileuses et une fois mélangé à la terre, il agit comme du ciment. Après le premier arrosage, il transforme votre terreau léger en une motte dure comme de la pierre. Ce dont nous avons besoin, c'est impérativement de sable de rivière à gros grains, avec des particules mesurant idéalement entre 1 et 3 mm. Son rôle est de créer un véritable squelette dans le substrat, l'empêchant de se compacter. Il n'absorbe pas l'eau, mais il permet d'évacuer son surplus vers les couches inférieures, ce qui protège vos racines de la pourriture. Avant d'intégrer ce sable à votre mélange, il est crucial de le rincer abondamment sous l'eau courante pour éliminer le limon et l'argile, jusqu'à ce que l'eau devienne parfaitement claire. Ensuite, il faudra le faire sécher et le passer au four pour le stériliser. Cela peut sembler être une étape fastidieuse ou inutile, mais croyez-moi, cette simple précaution sauvera vos semis et vos jeunes plants de nombreux soucis, notamment de la redoutable
fonte des semis. Maintenant, abordons mes additifs intelligents préférés. Le premier sur ma liste, c'est la vermiculite. C'est un minéral naturel qui a subi un traitement thermique spécifique. Ce procédé le fait gonfler, on dit qu'il s'exfolie, pour former des granulés légers et très poreux qui ressemblent un peu à du mica doré. La vermiculite, c'est votre agronome personnel directement dans le pot de semis. Son avantage unique est sa capacité à absorber l'humidité et les éléments nutritifs qui y sont dissous, puis à les restituer lentement aux plantes, exactement quand elles en ont besoin. Si vous arrosez accidentellement trop vos jeunes pousses, la vermiculite absorbe l'excès d'eau. Et si, à l'inverse, vous oubliez d'arroser, elle partage ses réserves accumulées. En prime, elle contient des oligo-éléments essentiels pour la croissance, comme le potassium, le magnésium et le calcium. La vermiculite rend le substrat incroyablement aéré et léger, empêchant la terre de se tasser ou de former une croûte dure en surface. C'est un composant indispensable dans ma recette de terreau, car il simplifie grandement l'entretien des semis, en particulier pour des variétés aussi capricieuses que les concombres. Un proche parent de la vermiculite, c'est la perlite, également appelée agroperlite. C'est un autre matériau naturel, un verre volcanique qui, lorsqu'il est chauffé, se dilate et se transforme en légères billes blanches, un peu comme du polystyrène expansé. Les jardiniers se demandent souvent « Que choisir entre la vermiculite et la perlite ?» En réalité, ils remplissent des fonctions similaires, mais distinctes. Si la vermiculite agit comme une éponge qui absorbe et restitue l'humidité, la perlite, elle, est davantage un système de drainage. Elle absorbe beaucoup moins d'eau, mais en revanche, elle aère merveilleusement bien le sol et assure une répartition uniforme de l'humidité dans tout le volume du pot. Elle empêche l'eau de stagner au niveau des racines. Personnellement, j'aime les utiliser en tandem. La vermiculite s'occupe de stocker l'eau et les nutriments, tandis que la perlite assure une aération et un drainage parfait. Ensemble, ils créent des conditions absolument 5 étoiles pour les racines du concombre. Si vous devez faire un choix unique pour les concombres, qui sont très gourmands en eau, je donnerai quand même la préférence à la vermiculite. Maintenant, intégrons à notre terreau un ingrédient plein de sagesse ancestrale, la cendre de bois. Attention, pas n'importe quelle cendre. Elle doit provenir uniquement de la combustion de bois de feuillus, de préférence non traité, ou de paille. La cendre de charbon, de bois traité, ou peint, ou de déchets, est un véritable poison pour vos cultures. La cendre de bois est une source inestimable de potassium, de phosphore, de calcium, ainsi que d'une trentaine d'autres oligo-éléments, tous très facilement assimilables par les végétaux. Le potassium rendra vos plants plus robustes et plus résistants aux maladies, tandis que le phosphore stimulera le développement d'un système racinaire puissant. De plus, grâce à sa réaction alcaline, la cendre aide à désacidifier votre substrat, ce qui est très utile si vous utilisez de la tourbe. Mais avec la cendre, il est crucial de ne jamais avoir la main lourde. C'est le principe du « moins, c'est mieux ». Un excès pourrait rendre votre terreau trop alcalin, empêchant alors vos plantes d'assimiler d'autres nutriments essentiels. Ajoutez-la donc en très petite quantité, vraiment comme une épice que l'on met dans un plat, juste pour relever le goût et apporter ses bienfaits. C'est un engrais naturel que nos ancêtres utilisaient depuis des siècles, et il n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Dans certains cas, surtout si vous avez des doutes sur l'acidité de votre terre ou de votre tourbe, vous pouvez utiliser de la dolomie ou farine de dolomie en complément ou en remplacement de la cendre. C'est un minéral naturel, moulu très finement. Contrairement aux cendres, sa mission première est avant tout de normaliser le pH de la terre. Elle a une action plus douce et plus durable que la chaux. Mais ce n'est pas son seul atout, loin de là. La dolomie est une source extrêmement riche en calcium et en magnésium. Le calcium, lui,
est indispensable à la construction de parois cellulaires solides, ce qui rend les tiges des semis plus épaisses et plus rigides. Quant au magnésium, c'est l'atome central de la molécule de chlorophylle. Sans magnésium, pas de photosynthèse, et les feuilles restent pâles et chétives. Une carence en magnésium se manifeste souvent sur les plants de concombre par un jaunissement des feuilles, tandis que les nervures restent bien vertes. Incorporer la dolomie au substrat dès l'étape de la préparation est la meilleure prévention contre ce genre de problème. Elle garantit une réserve de ces éléments essentiels pendant toute la période de croissance des jeunes plants. Et maintenant, roulement de tambour s'il vous plaît. Voici mon ingrédient secret, celui dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit du sapropel. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le sapropel est un dépôt sédimentaire formé au fond des lacs d'eau douce au fil des siècles et composé de restes d'organismes végétaux et animaux. En substance, c'est un véritable bouillon, naturel et conservé, concentrant tout ce que la nature a de plus bénéfique à offrir. Contrairement à l'humus ou au compost, le sapropel ne fournit pas seulement les nutriments de base. Il offre un spectre complet d'oligo-éléments, de vitamines, d'acides aminés, et même des substances humiques naturelles qui sont de très puissants stimulateurs de croissance. Il agit comme une boisson énergisante pour les plantes, stimulant leur immunité et améliorant grandement leur résistance au stress. Le sapropel améliore la structure du sol en le rendant plus granuleux et il possède des propriétés bactéricides en inhibant le développement de la microflore pathogène. On le trouve généralement dans le commerce sous forme de poudre ou de granulés. Vous n'avez besoin d'en ajouter qu'une toute petite quantité, mais l'effet est quasi immédiat. Vos semis et jeunes pousses grimperont à vue d'œil, avec des feuilles d'un vert profond et un système racinaire incroyablement puissant. Bon, nous avons tous les composants sous la main. Maintenant, le plus crucial, ce sont les bonnes proportions. Après des années d'essais et d'erreurs, j'ai trouvé la formule magique, la recette idéale pour le terreau à concombre. Notez bien, ou mémorisez, nous allons tout mesurer en parts. Une part peut correspondre à n'importe quel récipient, un pot d'1 litre, un seau, ou même une bassine, selon la quantité de substrat dont vous avez besoin. Voici ce qu'il faut prévoir. 2 parts de bonne terre de jardin ou de terre végétale. 1 part de tourbe noire neutralisée, tourbe de fond. 1 part de fumier ou de compost parfaitement mûr. 1 demi-part de sable de rivière à gros grains. Et 1 demi-part de vermiculite ou un mélange de vermiculite et de perlite. Maintenant, nous ajoutons les épices, c'est-à-dire les amendements. Pour 10 litres de ce mélange, nous allons ajouter 1 verre ou 1 tasse de cendre de bois et 2 cuillères à soupe de sapropel granulé. Si vous n'êtes pas sûr de l'acidité de votre sol, vous pouvez remplacer la moitié de la cendre par une demi-tasse de dolomie en poudre. Et voilà. C'est une recette parfaitement équilibrée qui contient tout le nécessaire pour un démarrage heureux de vos jeunes plants de concombre. Une bonne structure, des nutriments adaptés et une excellente capacité de rétention d'eau. Les proportions sont cruciales, mais le processus de mélange l'est tout autant. On ne peut pas simplement jeter tous les ingrédients ensemble et mélanger à la va-vite. Notre objectif est d'obtenir un mélange absolument uniforme et homogène, afin que chaque centimètre cube de terreau ait exactement la même composition. Ma méthode est la suivante. J'étale par terre une grande bâche épaisse ou une vieille couverture. Je commence par verser les composants les plus volumineux, la terre et la tourbe. Je les mélange minutieusement, soit à la pelle, soit simplement à la main, en cassant toutes les mottes. Ensuite, j'ajoute l'humus ou le compost et je mélange de nouveau jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Vient ensuite le tour des composants plus fins, le sable, la vermiculite et la perlite. Je mélange encore une fois. Et ce n'est qu'à la toute fin,
en les dispersant uniformément sur la surface, que j'incorpore la cendre, la dolomie et le sapropel. C'est alors que vient le brassage final, le plus minutieux. Je retourne le mélange plusieurs fois, d'un bord à l'autre. Au final, on doit obtenir un substrat léger, aéré, et légèrement humide, agréable au toucher. Il ne doit pas coller aux mains, mais il ne doit pas non plus s'effriter en poussière. On a préparé un mélange dont la composition est idéale. Cependant, il n'est pas encore directement utilisable pour nos futurs semis. En effet, n'importe lequel de ces composants, surtout la terre du jardin et le terreau de compost, peut contenir des ennemis invisibles. Je parle ici des spores de maladies fongiques, comme la fusariose, ou la redoutable fonte des semis, des œufs de parasites, ou encore des graines de mauvaises herbes. Si l'on sème nos graines dans ce type de substrat, on prend le risque de perdre l'intégralité de nos jeunes pousses. C'est pourquoi l'étape obligatoire suivante est la désinfection ou la stérilisation de ce substrat. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir et chacune a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. Il est crucial de comprendre que l'objectif de la désinfection est d'éliminer la microflore pathogène tout en veillant à causer le moins de dommages possible à la structure même du sol. On ne peut absolument pas sauter cette étape, surtout si vous n'êtes pas certain à 100% de la qualité de vos composants. Considérez cela comme l'assurance vie de vos plantules. C'est ce qui vous évitera bien des larmes et des déceptions futures. Étudions maintenant ensemble les méthodes les plus populaires et les plus efficaces. La méthode de désinfection la plus ancienne, celle de nos grands-pères, et sans doute la plus fiable, c'est de passer la terre au four. Pour cela, étalez notre substrat sur une plaque métallique, en une couche ne dépassant pas 5 à 7 cm. Humidifiez-le légèrement à l'aide d'un pulvérisateur et enfournez-le à 80 ou 90 degrés Celsius. Maintenez cette température pendant environ 30 à 40 minutes. Il n'est pas nécessaire de monter plus haut, car une chaleur excessive risquerait de détruire la structure des matières organiques. Cette méthode garantit l'élimination de la quasi-totalité des parasites et des agents pathogènes. Cependant, elle présente des inconvénients majeurs. Premièrement, l'opération dégage dans la maison une odeur assez particulière, disons-le pas très agréable, de terre humide et chauffée. Deuxièmement, et c'est le point le plus important d'un point de vue agronomique, cette méthode radicale ne tue pas seulement les micro-organismes nuisibles, mais aussi toute la microflore bénéfique. Le substrat devient absolument mort, stérile. Par conséquent, après ce traitement thermique, il nous restera une étape cruciale à suivre que j'aborderai un peu plus tard. Le traitement à la vapeur est une méthode de désinfection plus douce et plus respectueuse. Elle est particulièrement efficace car elle altère beaucoup moins la structure du sol et préserve un maximum de nutriments essentiels. C'est d'ailleurs très simple à réaliser chez soi. Prenez une grande et vieille marmite. Versez-y environ 5 à 7 cm d'eau au fond. Au-dessus, vous installez une passoire ou un tamis, que vous recouvrez d'un morceau de gaze ou de toile d'agrotextile. C'est dans cette passoire que vous allez verser votre terreau. Fermez hermétiquement la marmite, mettez-la sur le feu. Une fois que l'eau bout, maintenez le tout à feu doux pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. La vapeur chaude, en traversant la terre, élimine efficacement la plupart des pathogènes et des larves de parasites. Ce procédé dégage aussi une odeur, certes, mais elle est bien moins forte que lors de la stérilisation par chauffage direct. Cette méthode demande un peu plus de temps et de minutie, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Le terreau, après ce traitement à la vapeur, reste plus vivant et conserve mieux sa structure. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise le plus souvent pour préparer de petits volumes de terre pour mes semis les plus précieux. La troisième méthode, que l'on pourrait qualifier de chimique, consiste à arroser le substrat avec des solutions désinfectantes. L'option la plus simple et la plus accessible est la solution de permanganate de potassium.
vous devez préparer une solution rose foncé, tirant sur le violet, et en imbiber uniformément votre mélange de terreau jusqu'à ce qu'il soit entièrement saturé. Le permanganate de potassium est un oxydant puissant qui est très efficace contre de nombreuses infections fongiques et bactériennes. Vous pouvez également opter pour des fongicides biologiques ou chimiques modernes, comme le Prévicure ou le phytolavine, en suivant scrupuleusement les instructions fournies sur l'emballage. L'avantage de cette méthode réside dans sa simplicité. Pas besoin de chauffer ni de cuire à la vapeur. Cependant, elle a un inconvénient. Elle ne détruit pas les œufs de parasites ni les graines de mauvaises herbes. Je recommanderais cette approche si vous êtes relativement certain de la propreté de vos composants. Par exemple, si votre substrat de base est composé de tourbe achetée dans le commerce et de fibres de coco, plutôt que de terre de jardin. Dans tous les cas, après un traitement chimique, il faut laisser reposer le substrat pendant plusieurs jours afin que les résidus des produits s'évaporent. Écoutez bien, je vais vous parler d'une étape cruciale que 90% des jardiniers amateurs zappent, anéantissant du coup tous les bénéfices de la stérilisation du terreau. Une fois que nous avons fait chauffer ou cuit à la vapeur notre terreau, il devient totalement stérile. Il ne contient plus aucun micro-organisme, ni les bons, ni les mauvais. C'est comme un désert brûlé. Si nous laissons le terreau tel quel, la nature, qui a horreur du vide, fera son œuvre. Il sera très rapidement colonisé par les premières bactéries ou germes venus de l'air. Et il n'est absolument pas garanti que ces opportunistes soient bénéfiques. Notre objectif est donc de réensemencer délibérément ce désert avec une microflore utile, celle qui va réellement aider nos jeunes plantes. Pour cela, une fois que le terreau a refroidi et atteint la température ambiante, vous devez l'arroser avec une solution de préparation spéciale à base de micro-organismes efficaces, les fameux ME. Cela peut être du Baikal EMUN, du phytosporine ou toute autre préparation contenant des cultures vivantes de bactéries et de champignons bénéfiques pour le sol. Ces micro-organismes vont créer un environnement sain. Ils vont inhiber le développement des agents pathogènes et surtout, ils vont aider les racines à absorber les nutriments. C'est l'étape essentielle, celle qui transforme un substrat inerte en une terre vivante et véritablement fertile. Un autre paramètre crucial à vérifier, c'est bien sûr l'acidité ou le pH de notre substrat prêt à l'emploi. Les concombres, à l'instar de la majorité des cultures potagères, se plaisent dans un sol neutre ou légèrement acide, avec un pH idéalement situé entre 6 et 6,8. Si le sol est trop acide ou à l'inverse, trop alcalin, même si tous les nutriments sont présents, les racines de la plante ne pourront tout simplement pas les assimiler. Ils seront bloqués. Mais comment vérifier cette acidité à la maison? Le moyen le plus simple est d'acheter un kit de bandelettes de pH en jardinerie. Vous prélevez une poignée de votre terreau, vous la mélangez avec de l'eau distillée ou de l'eau de pluie, vous laissez reposer, puis vous plongez la bandelette indicatrice dans la solution. Ensuite, il vous suffit de comparer la couleur obtenue avec l'échelle de référence fournie sur le paquet. Si vous avez suivi ma méthode à la lettre, en ajoutant de la cendre ou de la dolomie, le pH sera très probablement dans la bonne fourchette. Cependant, une vérification n'est jamais de trop. C'est un peu comme prendre la température avant d'administrer un traitement. La dernière étape de la préparation de notre substrat idéal est sa maturation. Il n'est pas conseillé de semer les graines immédiatement après avoir mélangé les composants, désinfecté le tout et introduit les micro-organismes bénéfiques. Le substrat a besoin de temps pour que tous les composants s'harmonisent entre eux et que les processus microbiologiques appropriés puissent démarrer. Généralement, je transfère ce substrat prêt, légèrement humide, dans des sacs en plastique épais. Je les noue sans les fermer hermétiquement afin de permettre une légère circulation de l'air et je les laisse dans un endroit chaud pendant 1 à 2 semaines. Durant cette période, les bactéries bénéfiques que nous avons introduites vont se multiplier
et commencer leur travail de décomposition de la matière organique, rendant ainsi les nutriments encore plus assimilables par les futures plantes. Le substrat s'anime véritablement, un équilibre biologique essentiel s'y établit. Ce processus est comparable à celui d'une bonne soupe qui mijote. Avec le temps, elle ne fait que devenir plus savoureuse et plus riche. Ne vous pressez pas. Laissez la nature faire son œuvre, et votre jeune plantule recevra l'environnement le plus nutritif et le meilleur foyer qu'elle puisse imaginer. Pour conclure, faisons un dernier tour d'horizon des erreurs les plus courantes et les plus dommageables à éviter absolument. Première erreur, utilisez du fumier frais, non décomposé. C'est le moyen le plus sûr de griller les racines de vos jeunes plants. Deuxième erreur, prendre comme base une terre lourde et argileuse. Dans ce genre de béton, les racines de concombre étoufferont tout simplement. Troisième erreur, ignorez complètement l'étape de la désinfection. C'est jouer à la roulette russe avec votre future récolte en guise de mise. La quatrième, des proportions inadéquates. Par exemple, trop de tourbe rendra le substrat acide et un excès de sable le rendra trop pauvre et incapable de retenir l'humidité. Cinquième erreur, et elle est très fréquente. Oubliez de revitaliser le terreau après la stérilisation. Rappelez-vous, une terre morte ne peut pas produire de vie saine. Et enfin, la sixième erreur. Utilisez pour vos semis la terre issue de la même parcelle où poussaient les concombres l'année précédente. Évitez ces pièges, suivez ma méthode éprouvée, et je vous garantis que vos plants seront les plus robustes, les plus sains et les plus trapus. Alors, mes amis, vous avez désormais entre les mains plus qu'une simple recette. C'est un système complet, un véritable mode d'emploi détaillé pour créer l'élixir de fertilité parfait pour vos concombres. Vous savez maintenant de quoi se compose le terreau idéal, comment le mélanger correctement, comment le désinfecter et surtout comment l'activer pour en faire un organisme vivant. Ce substrat meuble, nutritif et biologiquement actif est le meilleur berceau possible pour vos futures récoltes. N'oubliez jamais ceci. Acheter du terreau, c'est toujours un compromis, voire une loterie. Mais le terreau que vous faites vous-même, avec passion et savoir-faire, c'est votre garantie personnelle d'un démarrage puissant et d'une future récolte abondante de concombres croquants. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo détaillée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été vraiment utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains secrets de jardinage. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification. J'ai maintenant une question pour vous. Quelle composition de terreau utilisez-vous de votre côté? Partagez vos recettes testées et vos ingrédients secrets dans les commentaires. Échangeons ensemble nos expériences précieuses. À très bientôt.